Bonsoir à tous, bienvenue au Cercle Aristote. Nous sommes réunis ce soir pour l'économie en eau trouble, l'émission qui donne la parole à des acteurs du monde économique de tous bords. Dans ces temps où l'économie prend toute la place, le Cercle Aristote a choisi d'inviter des spécialistes. Alors après Guy de Lafortelle et avant Libre et Riche, nous recevons ce soir Dromae Economy, un entrepreneur connu pour son chapeau, ses formules percutantes, ses personnages, son art du dessin et surtout l'efficacité de sa vulgarisation économique. Alors bonsoir François-Xavier. Eh bien bonsoir, merci. Alors il s'est passé bien des choses depuis votre première vidéo qui a, je crois, eu un succès assez immédiat en 2015. Vous êtes aujourd'hui presque, je crois, je vous pose la question, êtes-vous plus ou moins un des premiers youtubeurs économiques français avec près ou plus de 300 000 abonnés? Oui, et plus de 300 000 abonnés. Alors, en nombre d'abonnés, je dois être le deuxième ou le troisième, je ne sais pas exactement. Mais en nombre de vues, je suis, oui, alors c'est pas très modeste de dire ça, mais je suis de très loin le premier, oui, en nombre de vues. Bon, félicitations. Alors peut-être que vous pouvez peut-être nous raconter un petit peu comment vous en êtes arrivé à faire ce métier, entre guillemets. Est-ce que vous avez un autre métier et qu'est-ce qui vous a amené à faire de la vulgarisation économique et justement sur des angles très concrets? Est-ce que ça provient d'une décision précise ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé comme ça de façon un peu plus spontanée? Enfin, je vous laisse vous raconter. Alors, donc moi au début, j'étais chef d'entreprise, j'avais eu un réseau de franchises, j'étais franchiseur donc, et après l'avoir bien développé en France, j'étais allé le développer aux États-Unis. Et arrivé aux États-Unis, donc j'ai plusieurs enfants, j'en ai beaucoup, et mes enfants commençaient à rentrer au collège. Et donc ils m'ont, enfin, je voyais des cours d'économie qu'ils avaient et je trouvais pas ça terrible en fait, les cours d'économie qu'ils avaient. Et du coup, j'ai voulu leur donner des cours d'économie à mes enfants sur une vision plus libérale de l'économie, puisque moi je suis libertarien, donc j'ai une vision très libérale de l'économie. Et en plus, je cherchais quelque chose à faire avec mon premier fils, le plus grand, et donc YouTube, à l'époque, ça démarrait, c'était quelque chose d'assez sympa pour les jeunes, donc j'ai essayé de faire une chaîne de YouTube avec mon fils, et mes premières vidéos, c'était des vidéos donc sur l'économie, et j'en faisais, je sais plus, une par mois ou une par semaine, c'était de cet ordre-là. Mais vraiment des cours d'économie sur qu'est-ce que c'est que le keynésianisme, qui est Keynes, qui est Marx, qui est Adam Smith, qu'est-ce que c'est que la main invisible, des choses comme ça. Donc j'ai démarré comme ça, et puis j'ai vendu mon entreprise. Je suis rentré en France, et à ce moment-là, je me suis demandé ce que j'allais faire. Mes vidéos avaient un petit peu de succès, notamment dans les collèges, les lycées, les universités comme l'université de Toronto, où on reprenait mes vidéos sur certains sujets très spécifiques, comme la pyramide de Maslow, enfin des sujets de cours, où les profs trouvaient que ce que je disais était plutôt bien. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, je vais essayer d'en faire un peu plus. Donc j'ai fait un peu plus d'économie. Et à un moment, est arrivé le Covid-19. Et à ce moment-là, au moment du Covid-19, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'atteintes aux libertés individuelles. Et comme c'est quelque chose auquel je suis très sensible, j'ai commencé à faire plus de vidéos. En plus, on était confinés, alors j'avais le temps. Et je me suis fait faire beaucoup plus de vidéos avec un angle beaucoup plus actualité. J'ai laissé tomber les cours d'économie sur Marx ou Adam Smith, et je me suis lancé donc sur des sujets d'actualité liés à l'économie. Et donc ce qu'allait faire le quoi qu'il en coûte, ou ce qu'allait faire le Covid-19, les différentes fermetures, etc., de manière très concrète sur la vie de tous les gens, c'est-à-dire sur la vie des restaurants, sur la vie des entrepreneurs, etc., ce que ça allait donner. Et puis le quoi qu'il en coûte, ce que ça allait donner au niveau de la dette, au niveau de l'inflation, au niveau de sujets comme ça, pour que les gens comprennent que ça avait une implication très lourde, en fait, de faire ce genre de choses. Donc j'ai commencé à faire beaucoup de vidéos, je me suis mis à une par semaine, et puis un peu plus tard, une par jour,
sur des sujets comme ça. Et c'est là que le succès est vraiment arrivé. Avant, j'avais un succès, mais auprès des lycéens et des collégiens. Et d'ailleurs, on voyait à la période de bac, du bac, le nombre de vues explosait. On voyait bien que tout le monde se mettait à réviser. Et donc là, j'avais un succès de ce côté-là, mais qui n'avait rien à voir avec le nombre de vues que j'ai aujourd'hui. Et en fait, c'est quand j'ai attaqué l'actualité économique, expliquer aux gens ce que telle ou telle chose allait avoir comme répercussion directe dans leur vie, non seulement dans le mois qui vient, mais dans l'année qui vient. C'est une fois que j'ai commencé à faire ça que j'ai eu vraiment, enfin que le nombre de vues a explosé. Voilà. Et donc, je suis devenu un professionnel de YouTube grâce au Covid-19, quoi. Et je ne fais que ça maintenant. On va pas vous demander évidemment de répéter votre vidéo, mais là j'ai envie de vous demander un petit point quand même rapide sur ce qu'on vit depuis quelques mois sur l'inflation. Alors en effet, comme je viens de dire, on va pas faire quelque chose de trop long, parce qu'après on va passer à des questions un peu plus précises. Mais peut-être on pourrait commencer par ça. Non, mais l'inflation, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Donc, le départ de l'inflation, c'est le quoi qu'il en coûte, et puis c'est le fait que la Banque centrale imprime depuis maintenant près d'une dizaine d'années de l'argent de manière quasiment illimitée avec des taux zéro. Et donc, tous les économistes, enfin non, pas tous, parce que même dans le métier, il y a des gens qui sont pas d'accord, mais tous les monétaristes, qui est une branche de l'économie, savaient que automatiquement, quand on imprime des billets comme ça et qu'on fait de la dette à partir de rien, comme ce qu'a fait Emmanuel Macron, eh bien, on arrive automatiquement à de l'inflation. Et donc, l'inflation est arrivée, et puis après seulement, il y a eu la guerre. Donc, l'inflation, c'est pas la guerre, l'inflation, c'est la BCE et l'État. De toute manière, c'est toujours un problème monétaire, l'inflation. Donc, voilà. Et donc, l'inflation, je ne sais pas quoi vous dire exactement, mais dans la vie de tous les jours, on va voir que c'est quelque chose qui va durer. On aura des mouvements un peu sur tout ce qui est gaz et pétrole, mais ça, bon, c'est des mouvements qui sont pas uniquement liés à l'inflation, qui sont liés à ce que font les pays producteurs, mais c'est presque annexe. Par contre, on va le vivre, nous, tous les jours, j'ai fait une vidéo cette semaine pour dire que ça allait même toucher la nourriture de vos animaux. Vous voyez, on voit que même pour les animaux de compagnie, on va avoir des pénuries et des inflations sur le prix des croquettes, parce que l'inflation commence à toucher des produits comme les huiles animales ou tout simplement le poulet et le cochon. Donc voilà. Je ne sais pas quoi vous dire de plus sur l'inflation. Il y a plein de choses à dire, j'imagine que oui, on ne sait pas. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur la remontée des taux ? Alors, un petit point sur la remontée des taux. Alors, j'ai fait une vidéo dessus. L'inflation actuelle me rappelle beaucoup ce qu'on a connu dans les années 70. Donc, je vais le faire rapidement, je ne vais pas mettre une demi-heure dessus, mais dans les années 70, on avait aux États-Unis une augmentation de l'inflation qui était très rapide. On l'a eu aussi en France. Et donc, la parole, ça a été la parole politique, ça a été de dire c'est la faute des méchants pays de l'OPEP qui nous font des problèmes avec le pétrole. Et comme le pétrole augmente, on a une inflation qui augmente. Et puis après, il y a les méchants syndicats qui demandent qu'on augmente les salaires des salariés. Donc, en augmentant les salaires des salariés, on augmente aussi l'inflation. Bref, c'est pas la faute du gouvernement gentil public, c'est pas la faute de la Fed qui a imprimé beaucoup de billets, c'est pas la faute du gouvernement Nixon à l'époque qui a mis énormément d'argent en dépenses de l'État, et notamment des dépenses de guerre, puisqu'à l'époque il y avait la guerre Vietnam. Donc c'est pas leur faute du tout, c'est la faute des méchants de l'OPEP et des méchants syndicats. Et donc on est resté sur cet argument aux États-Unis, c'est à peu près le même en France avec des petites variables, mais voilà, c'était un peu l'argument, c'est pas la faute des gouvernements, c'est pas la faute des banques centrales. Et puis l'inflation est montée, elle a continué à monter puisqu'on faisait pas le bon diagnostic, et elle a atteint 14%. Et à ce moment-là, le gouvernement américain a pris peur. Il a pris peur parce qu'il s'est dit est-ce qu'on va pas finir avec une inflation comme l'Allemagne des années 30 ?
c'est-à-dire une hyperinflation, puisqu'on a atteint 14%, maintenant plus rien, on contrôle plus rien. Donc est-ce qu'on va pas avoir une hyperinflation et donc l'arrivée au pouvoir de groupes plus ou moins totalitaires, comme en Allemagne des années 30. Et donc ils ont pris quelqu'un de sérieux à la Fed, et ils ont mis Paul Volcker. La personne avant, c'était un copain du président américain, de Nixon, qu'il avait mis en place parce que c'était quelqu'un avec lequel il s'entendait bien. On pourrait faire un parallèle avec Christine Lagarde, qui est quand même l'ancienne ministre de l'économie en France. Donc, c'est plutôt un monde entre copains et pas entre banquiers. Et puis, donc, ils ont mis Paul Volcker. Paul Volcker, c'était un homme sérieux qui, lui, est arrivé. Il a dit, mais l'inflation, c'est toujours un problème monétaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour régler l'inflation? On augmente les taux. C'était la seule chose qu'avait pas fait la Fed. Donc, il a monté les taux. Mais il les a montés de manière sauvage. Il les a montés jusqu'à 20%. L'inflation était à 14%. Il faut que les taux soient au-dessus de l'inflation. Il est monté à 20% très rapidement. Et il a tué l'inflation en quelques mois. Ça a été réglé. Il n'y avait plus d'inflation. Ça s'est écroulé. Pourquoi? Parce que quand vous augmentez les taux très fortement, vous ralentissez l'économie. Les gens n'empruntent plus pour s'acheter une voiture parce que vous n'avez pas emprunté de l'argent à 20% de taux d'intérêt, donc vous n'empruntez pas. Ils n'empruntent plus pour faire leurs courses. Et les entreprises, elles n'empruntent plus pour acheter de nouvelles machines parce que le taux d'intérêt est trop élevé. Et c'est fait pour ça, la hausse des taux. Donc, il a calmé l'économie de manière très, très, très forte et il a stoppé l'inflation grâce à ça. Le problème, c'est qu'après, ça a créé pendant 1 an et demi une récession très forte aux États-Unis. Mais de toute manière, il n'y a pas de repas gratuit. On est obligé de payer à un moment ou à un autre. Donc, ça a été une récession très, très forte pendant 1 an et demi aux États-Unis. Mais Paul Volcker avait raison, et grâce à lui, pendant 40 ans après, il n'y a plus eu d'inflation. Il a stoppé l'inflation pour les 40 années qui ont suivi. Donc ça a été vraiment très très efficace ce qu'il a fait. Aujourd'hui en Europe, on n'ose pas encore le faire. Ça y est, on a déjà une banque centrale qui accepte le fait qu'il y ait vraiment une inflation, ce qu'elle a quand même refusé pendant de très nombreux mois, qui accepte le fait que l'inflation est là pour durer, ce qu'elle a aussi refusé de voir pendant de très nombreux mois, alors que moi, que Marc Toiti, que d'autres économistes, on le disait sur nos chaînes YouTube depuis déjà longtemps. Donc, si nous, on était capable de le dire, il y avait peut-être quelqu'un à la BCE capable de le dire aussi à l'oreille de Christine Lagarde. Mais donc maintenant, la BCE l'a vu, la Fed l'a vu. Ils augmentent rapidement les taux d'intérêt. Pour l'instant, ils les augmentent de manière beaucoup trop faible. Et qu'est-ce que ça va donner? Concrètement, l'augmentation d'un taux d'intérêt, pour les épargnants, ça va être pas les épargnants, les personnes qui veulent s'acheter de l'immobilier, ça va être de plus en plus difficile de s'acheter de l'immobilier. On le voit actuellement, il y a une crise qui commence à démarrer sur l'immobilier, puisque les taux augmentent très rapidement, on est au-dessus de 3%, et on a en plus un taux d'usure, alors je ne vais pas trop développer, mais le taux d'usure, c'est le taux au-delà duquel les banques n'ont plus le droit de vous prêter, qui est très bas, et du coup, peu de gens peuvent emprunter, et ça va être de plus en plus difficile d'emprunter. Donc l'immobilier va probablement se calmer et va baisser de manière très très forte l'année prochaine. Donc concrètement, si vous êtes propriétaire ou si vous voulez devenir propriétaire, vous allez voir les prix de l'immobilier baisser fortement. Ça va aussi jouer sur tout le crédit à la consommation. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude d'utiliser votre carte de crédit pour acheter des choses, vous allez voir les taux que vont vous demander CTLM et les autres augmenter de manière très impressionnante et très rapide. Et puis, ça va tranquillement commencer à refroidir un peu l'économie. Donc, vous allez avoir un chômage qui va augmenter, comme dans les États-Unis des années 80. Vous allez avoir le chômage qui va augmenter et vous allez avoir beaucoup d'entreprises qui vont avoir du mal à passer le cap. Mais les taux d'intérêt, ils sont pas encore assez hauts. Donc, vous allez en plus avoir l'inflation qui va probablement continuer. On peut pas, je n'ai pas de boule de cristal, je peux me tromper. Mais comme ça, intuitivement, je me dis que l'inflation va continuer fortement à 2 chiffres, contrairement à ce que dit Bruno Le Maire. Mais comme il se trompe depuis le début de l'année dans chacune de ses interventions, je me dis qu'il continue à se tromper. Donc, l'inflation va rester à 2 chiffres encore l'année prochaine.
et ça va devenir compliqué dans vos courses de nourriture, dans vos courses de manière générale. Alors, on voit déjà la nourriture, on a certains produits qui sont déjà à des plus 20 ou 30% pour tout ce qui est viande. Donc, on a des augmentations très fortes, et ça va continuer. Et Christine Lagarde, la BCE, va être obligée de continuer à augmenter les taux d'intérêt progressivement. Et là, on va subir un ciseau qui va être terrible. C'est le moment où la BCE va se dire, pour stopper l'inflation, il faut que je continue à monter les taux d'intérêt, j'ai pas le choix. Mais en même temps, si je continue à monter les taux d'intérêt, il va y avoir un problème pour le financement des États. Parce que l'État, alors les Grecs, les Italiens, c'est très visible, ils ont déjà des taux d'intérêt à plus de 3%, donc pour un État, ça coûte très cher, un taux d'intérêt à 3%, et il va continuer à augmenter. Mais même la France, ça va commencer à être compliqué d'emprunter les sommes monstrueuses qu'on emprunte tous les ans avec les taux d'intérêt qu'il y a actuellement. Donc nous, on est à 2,60 à peu près. On va tranquillement passer au-delà des 3, on va passer à 4, mais on a 3 000 milliards de dettes, donc 3 000 milliards de dettes à 4% d'intérêt, ça fait 3 fois 4, 12, ça fait, je dis une bêtise, je crois pas dire de bêtises, 120 milliards. 120 milliards, 120 milliards, c'est beaucoup plus, c'est gigantesque, 120 milliards. Comme ça, c'est le budget de l'éducation nationale et de la recherche cumulée, quoi. Donc on plus peut-être, je suis pas totalement sûr, mais comme ça, j'ajouterais bien la justice et la police. Donc on est vraiment sur des ordres de grandeur absolument gigantesques juste pour rembourser les intérêts de la dette, quoi. Et donc à ce moment-là, certains États risquent de se retrouver dans des difficultés pour rembourser leurs emprunts. Et je ne vois pas comment la BCE peut s'en sortir. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez une inflation très forte, donc les populations qui commencent à dire mais on n'arrive plus à se payer à manger. Et d'un autre côté, vous avez des États qui disent mais nous on peut plus emprunter. Donc je sais pas comment ils vont pouvoir s'en sortir. On est dans un cas d'école compliqué. Et donc, vous faites un parallèle assez fort avec ce qui s'est passé dans les années 70 aux États-Unis. Donc, ouais. Comment vous expliquez qu'on répète sans arrêt les mêmes erreurs? Est-ce que c'était le début d'un cycle qui est en train d'aller jusqu'au bout de son propre système? Et deuxième question qui est dans la même, c'est comment on donne toujours des mauvaises explications aux gens, enfin, sur les raisons des crises. Donc, les gens vivent dans un brouillard d'explications comme ça. Et est-ce que ça, vous pensez que c'est quelque chose auquel on peut remédier? Parce que je pense que ce qui est le plus dangereux aujourd'hui, c'est cette très, très grande confusion sur les raisons de ce qui arrive. Alors pourquoi on refait l'erreur? Je pense qu'on la refait par facilité. Il n'y a pas de... vous voyez, on a eu la crise je sors du short politique, mais juste pour les investisseurs qui eux donc n'ont pas de compte à rendre à leur État, qui jouent leur argent en fait. Ils ont fait la bêtise des dot-com dans les années 2000, ils ont fait la bêtise des crypto-monnaies l'année dernière. Oui, mais il y a une part idéologique en fait, aussi. Quelle est la part idéologique? Enfin, c'est un mélange, mais quelle est la part idéologique et la part juste Je sais pas si je sais pas s'il y a de l'idéologie ou juste la volonté de faciliter. C'est-à-dire que pour l'État, c'est facile d'emprunter et de distribuer l'argent comme si l'argent tombait du ciel. C'est simple. Et puis on se dit, le problème, c'est le suivant qui le gérera. J'espère que ça sera pas moi, c'est tout. Donc je tiens tant que. Et puis bon, puis après, je vais faire autre chose de ma vie. Hein. Je veux dire, quand vous voyez les ministres des Finances français qui finissent à la Commission européenne, puis après qui reviennent s'occuper de la Cour des comptes alors qu'ils ont été ministres des Finances
enfin du précédent président de la République qui était absolument nul. Voilà, ils vivent leur vie, ils se fichent un peu de François Hollande. Excusez-moi, c'était François Hollande. Mais et c'était Monsieur Moscovici qui a été ministre de François Hollande. Donc François Hollande n'a pas brillé par sa gestion, qui se retrouve après à la commission et puis qui après est débarqué de la commission et se retrouve président de la Cour des comptes. Bon il s'en fiche, il suit sa route. Agnès Buzyn démissionne en début de Covid-19, elle est nommée à l'OMS. Bon, ça paraît fou. Oui. Et puis elle revient, elle part de l'OMS, elle revient, elle est nommée à je sais pas si c'est la Cour des comptes ou le Conseil constitutionnel, mais voilà, il n'y a pas de sanction de toute manière, donc ils vivent leur vie. Emmanuel Macron, quand il nous quittera, donc il a fait en sorte d'être réélu, que ça tienne le temps de sa réélection. Il est réélu, il a pas de souci à se faire, et puis dans 5 ans, il fera comme Barack Obama, il ira donner des conférences à droite à l'autre pour 250 000 €, et puis voilà. Hein. Oui, mais en même temps, c'est un système dans lequel ils ont cru, dans lequel ils croient toujours, ou est-ce que, et en même temps, ils sont dans le court-termisme le plus absolu, ce qui permet encore de prétendre croire à ce qu'ils font. Je suis pas dans leur tête, mais je suis pas dans leur tête, mais je crois pas vraiment au fait que les gens soient machiavéliques. Je les crois beaucoup plus soit bêtes, soit intéressés par eux-mêmes, et soit bêtes, soit égoïstes. Et donc il y a des imbéciles. Macron n'est pas un imbécile, hein, mais il y a des imbéciles. Et puis il y a ceux qui sont égoïstes, qui voient leur carrière, qui disent c'est bon. Christine, je la connais, elle continuera à faire de la planche à billets le temps que je sois réélu. Et une fois que je suis réélu, ça y est, elle reconnaît que y a vraiment de l'inflation. Avant, elle continue à faire de la planche à billets, puis elle arrête qu'une fois que je suis réélu, parce qu'on se connaît, parce que c'est entre gens de bonne compagnie, quoi. Voilà. Et c'est ma carrière. Et puis ce qui arrivera après, ça me concernera pas. Je veux dire, oui. Macron, il n'est pas concerné par les coupures d'électricité cet hiver. Hein. Je peux vous dire que il se pose pas de questions sur est-ce que je peux ou non être dans un avion. Vous voyez, ça concerne le peuple, ils s'en foutent. Et c'est pas leur. Et je crois pas qu'il y ait de machiavélisme à se dire on va aller vers ça parce que c'est trop court terme, parce que beaucoup d'économistes sérieux disent déjà depuis 2-3 ans qu'on va fatalement dans le mur. On n'est pas capable de dire quand, mais on sait qu'on va dans le mur. Comme je pouvais dire il y a un an et demi que les cryptos iraient fatalement dans le mur, sans pouvoir dire quand, mais en le disant parce que c'était certain. Voilà, c'est comme ça. On n'a pas de boule de cristal, on peut pas vous dire quand ça arrivera. Mais on vous dit que ça arrivera, et je le disais pour l'inflation, je le disais pour les cryptos. C'est comme ça. Et eux, ils espèrent juste que ce soit après leur règne. Dernier point avant de passer aux questions des téléspectateurs. Croyez-vous donc à l'instauration de ce fameux pass carbone ? Vous voyez, il y a un an, j'aurais dit non, il n'y a aucune chance. Mais on a quand même eu le pass sanitaire. Donc, on voit qu'on est capable de réduire de manière extrêmement forte la liberté des gens sans même qu'ils se plaignent. Et même que certains le demandent. C'est ça qui est incroyable. Donc, le pass carbone, c'est tout à fait possible qu'on l'ait. C'est tout à fait possible ça servira à rien. Entendons-nous bien. Si vous regardez les chiffres, la France, c'est moins d'1% des émissions de gaz à effet de serre. Si vous regardez le trafic aérien, l'ensemble du trafic aérien français, tout, intérieur, extérieur, tout le trafic aérien français, c'est moins qu'une usine à charbon d'Allemagne qui a été réallumée. Donc vous voyez, c'est rien. Donc l'effet sera nul, mais ça vous permet d'avoir le sentiment qu'adorent nos hauts fonctionnaires. Ça vous permet d'avoir le sentiment que vous contrôlez la population. Et il y a une jouissance, du haut fonctionnaire et du politique de pouvoir contrôler les gens, de pouvoir dire ça vous avez le droit, ça vous n'avez pas le droit.
Et donc le pass carbone, c'est l'arme ultime parce qu'avec le pass carbone, je peux vous obliger à acheter plutôt du poulet que du cochon. Parce que le poulet, ça consomme moins de carbone que le cochon. Je peux vous pousser à acheter du bœuf français plus que du bœuf chinois. Parce que le bœuf français, même s'il est plus cher, beaucoup plus cher, et qu'à la limite, vous n'aurez plus les moyens de l'acheter, peu importe, il consomme moins de carbone que le bœuf chinois qui vient après par bateau. Et donc je peux vous obliger à consommer comme ça. Donc c'est un outil assez jouissif pour des gens qui aiment bien contrôler. Et on a vu quand même avec le pass sanitaire, quand on pense moi j'étais contre le pass sanitaire, je suis vacciné, mais j'étais contre le pass sanitaire à cause des problèmes que ça engendrait de contrôle des libertés. Eh bien on a vu avec le pass sanitaire que il y avait une jouissance de contrôler les gens. Vous n'aviez pas le droit d'aller prendre un café debout, alors que franchement, le prendre debout ou assis, ça changeait pas grand-chose pour le virus. Hein. Vous n'avez pas le droit de le prendre debout dans un café. Si vous n'étiez pas vacciné, vous ne pouviez pas aller le prendre assis en terrasse. Alors qu'en terrasse, il n'y avait pas à l'extérieur, tout le monde disait qu'il n'y avait pas de transmission. Mais avec ce pass, on pouvait vous interdire d'aller prendre votre café assis en terrasse si vous n'étiez pas vacciné. Il y a une jouissance forte maintenant de nos élites de pouvoir contrôler les mouvements de chacun. Et donc, je pense que le pass carbone va peut-être arriver. Oui, d'autant plus on fait quand même, on valorise, en tout cas dans le discours progressiste, le discours des élites qu'on a depuis des décennies, on valorise beaucoup la liberté et en même temps, aujourd'hui, il y a cette jouissance, en effet, peut-être en retour, sorte de retour du refoulé, de contrôler. Donc c'est un peu les deux en même temps. Oui, je sais pas à quelle liberté vous faites allusion, parce que moi, je n'entends parler que d'interdiction. C'est vrai, mais c'est récent. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit d'utiliser une voiture à essence. Acheter une voiture électrique, je vous oblige à le faire. Alors qu'on sait que ça va pas marcher. Oui, mais de droite et de gauche, tout le monde sait que ça va être une catastrophe. Oui. Mais je ne veux pas que vous utilisiez une voiture à essence parce que c'est méchant. Je ne veux pas que vous alliez en avion. Moi, je le fais. Moi, il n'y a aucun problème. Moi, élite, j'ai le droit. Mais vous, le peuple, vous n'avez pas le droit. Ça évitera que vous soyez sur les mêmes plages que moi, la vache. Et puis, donc, on ne parle que de restrictions. Vous voyez, moi, j'aime pas la corrida. J'y suis allé à Séville pour voir ce que c'était quand même, parce que j'étais à Séville, je me dis, bon, faut quand même voir à quoi ça ressemble une corrida, donc j'y suis allé. J'ai pas aimé du tout. J'ai vu 2 taureaux ou 3 se faire tuer, ça m'a suffi, je suis parti, j'y retournerai jamais. Mais je suis contre le fait d'interdire aux gens d'aimer ça et d'aller le voir. Je pense qu'on a le droit d'aimer ça et d'aller le voir. Voilà. Je pense qu'il faut que les gens soient libres. Et donc, tout le discours qu'on a, c'est plutôt à chaque fois, bon, il porte peut-être la liberté en bandoulière, mais j'en ai même pas l'impression. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on nous parle, c'est pour nous interdire de faire ceci ou de faire cela. Quoi. On n'arrête pas de nous interdire tout. Oui, enfin, en même temps, il y a ces interdictions-là, et en même temps, il faudrait avoir la liberté de choisir son sexe mardi matin et de pouvoir en changer mercredi. Donc c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a. Ça, oui. On est sur quand même 2 lignes. Bon. C'est-à-dire que si avec la liberté on peut refuser le réel, c'est encore mieux, quoi. Là, ça vaut le coup. Là, ça devient merveilleux. Alors, juste avant de passer aux questions des téléspectateurs, vous nous avez dit tout à l'heure, en préparant l'émission, que vous dites libertarien. Donc, je voudrais savoir, en termes économiques, puisque justement, depuis 30, 40 ans, on est dans ce qu'on appelle aujourd'hui le néolibéralisme, hein, le libéralisme. On a tendance les libéraux ont tendance à nous dire que c'est exactement pareil pour clore la discussion. Enfin, nous pensons que ce n'est pas la même chose, pas du tout, et que même le néolibéralisme peut entraver la liberté à terme. Oui, qu'est-ce que ça veut dire pour vous exactement être libertarien, qui est un terme assez américain d'ailleurs? C'est américain, mais c'est ce qu'il y a peut-être de plus à droite dans l'économie. Hein. Oui, mais alors. C'est-à-dire que le libertarien pense que l'État doit être réduit au minimum. C'est-à-dire que il y a des fonctions légitimes de l'État. Il a été créé pour la protection, donc la police, l'armée et la justice.
Il a été créé pour ça. Donc, il a un rôle là-dedans. Et bon, les pompiers, enfin, vous voyez, les trucs, voilà. Et il peut avoir enfin non, c'est pas qu'il peut, c'est qu'on lui donne aussi une légitimité dans l'éducation, ou plutôt dans le fait de financer l'éducation. Ça, c'est Adam Smith qui l'a mis donc c'est vraiment les tout débuts de l'étude économique libérale. L'idée étant, le pauvre n'a pas les moyens de financer les études de ses enfants. Donc, soit on condamne les pauvres à rester pauvres d'une génération sur l'autre et pour l'ensemble des générations qui suivront. Et dans ce cas, c'est vraiment la désespérance, quoi. Il y a plus rien à en tirer. Soit on prend en charge l'éducation de tout le monde, mais en la payant. C'est-à-dire que pour un libertarien comme moi, l'éducation nationale c'est pas légitime. C'est-à-dire que toutes les écoles pourraient être, ou elles devraient être mises en concurrence au minimum avec des écoles hors contrat et des écoles en contrat. C'est-à-dire que les parents devraient pouvoir choisir totalement librement dans quelle école ils veulent mettre leur enfant, et l'État paye. Et voilà. Et donc voilà ce que c'est qu'être libertarien. Et là où je vous reprends, c'est qu'on n'est pas vraiment dans le néo. Oui, pour vous, c'est quoi la différence? Parce que quand l'État n'intervient plus dans un contexte mondialisé, dans l'économie, enfin, ça peut être assez dangereux quand même. Donc, je le pense pas. Je le pense pas. Je pense que le problème de la France, c'est que l'État intervient beaucoup, beaucoup trop. C'est-à-dire que l'un des gros problèmes de la France, c'est que l'État intervient de manière massive, quoi. Et il intervient pour tout. Et la meilleure preuve, c'est qu'il prend 47% de la ressource, 47% des ressources, pas dans les poches de l'État. Je pense qu'il y a confusion là. C'est-à-dire qu'on est dans un État qui est obèse, redistributif, mais faible en même temps en termes de vision économique, en termes justement de vision économique dans l'intérêt national. C'est pas tellement le terme que je. Ouais. Si on peut croire que l'État peut avoir une vision économique, c'est-à-dire que franchement, c'est pas quelque chose qui est prouvé que l'État est capable d'avoir une vision économique. Moi, tous les présidents sous lesquels j'ai 48 ans, tous les présidents sous lesquels j'ai vécu étaient franchement nuls. Hein. Ils ont tous augmenté la dette de manière gigantesque. Ils n'ont jamais réussi à avoir un seul budget à l'équilibre. Oui, mais avait-il justement une vision économique autre que celle de la mondialisation libérale, justement? On n'a peut-être pas le temps d'aller vers ce débat parce qu'on doit passer aux questions des téléspectateurs et ça. Pardon. Ça peut être mais voyez, alors je vais le dire très rapidement, mais ok, il y aura peut-être des questions, ça nous donnera l'occasion de rebondir. Mais la mondialisation que tout le monde, alors je sais pas pourquoi, personne n'aime ça. Ça a permis en 20 ans de passer de ce qu'on appelle le tiers-monde, c'est-à-dire 30% de la population mondiale qui meurt de faim à 4%. 4%, de la population mondiale qui meurt de faim. Oui, c'est-à-dire qu'on est passé de 30 à 4% en 20 ans, grâce à la mondialisation. C'est-à-dire que la mondialisation, c'est une arme gigantesque pour réduire la pauvreté. Au détriment des populations occidentales, quand même, non, de la classe moyenne occidentale. Non, en France, au détriment de la population française. C'est-à-dire notre problème à nous, c'est pas la mondialisation. Notre problème, c'est l'État français. C'est ça. Hein. Les Allemands, eux, ont cru. Les Suisses ont cru de manière gigantesque. Les Allemands aussi. C'est-à-dire que on a eu un problème en France. On aime rejeter nos politiques. Notre problème, c'est que nos politiques rejettent la faute sur les autres toujours. Hein. Il y a pas d'électricité, c'est la faute du patron d'EDF. C'est pas la faute du gouvernement qui a demandé à ce qu'on ferme des réacteurs nucléaires. C'est la faute du patron d'EDF. Les problèmes économiques, c'est pas la faute des gouvernements français, c'est la faute de la mondialisation. C'est facile comme ça, en plus, il y a personne pour se défendre, donc tout va bien. Non, les problèmes, ils sont en France, ils sont pas en Allemagne. Enfin, ils n'étaient pas en Allemagne tant qu'ils avaient de l'électricité, maintenant. Mais ils n'étaient pas en Allemagne. Les problèmes, ils sont pas en Suisse. Les problèmes, vous voyez, notre problème, il est franco-français. Il est lié à un État obèse qui pique tout l'argent qu'il peut, qui met des normes complètement idiotes. Enfin, idiotes. Il y a des gens qui sont payés pour faire des normes, ils vont faire des normes. Hein, à l'appel, quoi. Hein.
Et c'est là qu'est notre problème. C'est la mondialisation. Il y a des États qui s'en sortent extrêmement bien, qui s'en plaignent pas. Hein. Bon, c'est un vaste débat qu'on n'aura absolument pas le temps Oui. de continuer, mais je pense que c'est un débat qu'on doit avoir. Écoutez, j'ai envie de passer là aux questions des téléspectateurs. C'est pas une question d'envie, mais en fait, il reste 20-25 minutes, donc il faut le faire, quitte à vous reposer une ou deux questions en même temps. Allez, David? Alors, le problème, si on utilise la technique Volcker, ça va être la dette de l'État. C'est-à-dire que le seul moyen pour utiliser la technique Volcker dans un pays, quel qu'il soit, c'est que l'État coupe de manière extrêmement forte ses dépenses pour qu'il n'ait pas à emprunter trop. Parce que s'il emprunte trop avec 20% de taux d'intérêt, il est ruiné, quoi. Faut être clair. Donc voilà. Donc le seul obstacle à la technique Volcker en France, c'est les États. Enfin, c'est notre État en France, mais en Europe, c'est les États du sud de l'Europe qui sont l'obstacle à la technique Volcker. Mais il y en a, à mon avis, il n'y en a pas d'autres pour stopper l'inflation. Il faut mettre un taux d'intérêt au-dessus du taux d'inflation. Plus on attend, plus il va falloir taper fort. Et s'ils ne le font pas, je sais pas comment, je vois pas d'autres solutions en fait. Donc je sais pas comment ça se passera, on verra. J'en parlais l'autre jour avec d'autres économistes comme Charles Gave, et il disait c'est la première fois que je sais pas comment ça peut se finir. Il voit pas non plus de porte de sortie, donc on est plusieurs à se dire mince, on va apprendre quelque chose dans les mois qui viennent. L'État français, en début d'année, il empruntait à 0%, quasiment à 0%. Donc c'était gratuit. Il demandait de l'argent, les gens lui prêtaient de l'argent, c'était gratuit, c'était beau. Et puis la Banque centrale a augmenté ses taux, plus ou moins rapidement. Bon, et forcément, si la Banque centrale européenne met ses taux directeurs à 1, l'État français va emprunter à quelque chose comme 1,2, 1,3. Si elle met ses taux à 2, l'État français va emprunter à 2,2, 2,3. Là, on est à 2,6. Donc, en fait, plus la Banque centrale augmente ses taux, plus l'État emprunte à un taux élevé, légèrement au-dessus du taux de la Banque centrale, en principe. Donc, le problème, c'est que plus vous empruntez cher, plus les remboursements sont chers. Donc, les taux d'intérêt, il faut quand même les rembourser. Vous remboursez de plus en plus cher. Et comme en plus, on ne rembourse pas le capital de nos dettes, parce qu'on est un pays endetté avec un déficit, on ne rembourse pas le capital. Donc, quand vous avez une dette qui arrive de 1 milliard d'euros qui arrive à échéance, vous réempruntez 1 milliard pour rembourser votre dette. Donc, vous remboursez la première dette d'1 milliard en empruntant un nouveau milliard, mais à un taux d'intérêt plus élevé. Donc, plus ça va, plus ça vous coûte de l'argent. Et à 2%, on a 3 000 milliards de dettes. À 2% de taux d'intérêt, ça fait 60 milliards. 60 milliards, on est au-dessus du budget de l'éducation nationale. Alors, pas cette année, parce que les 3 000 milliards, on les renouvelle pas en 2023, mais on va les renouveler dans les 10 ans qui viennent. Et donc, voilà, au bout de 10 ans, vous avez 60 milliards de taux d'intérêt à payer tous les ans. Voilà, c'est une sorte de Ponzi, en fait. C'est une sorte de Ponzi. Ah, c'est complètement, oui, c'est complètement un Ponzi. Ouais. On fait rouler la dette, c'est de la cavalerie, c'est ce qu'on appelle une entreprise, c'est totalement interdit. Hein. Et c'est de la cavalerie, voilà. Et quand ça se finit pas bien. Enfin, J'ai une question. Durement, ça se finit durement. Pardon. J'ai une question plus amusante qui nous ramènera au débat précédent de Orbitech76. Pensez-vous qu'il faut nationaliser une ou plusieurs banques? Alors, on a essayé la nationalisation des banques. C'est bien parce que dans le passé récent, on a vu ce que ça donnait, la nationalisation des banques. Alors, vous l'avez peut-être pas connu, Orbito, je sais plus votre nom, désolé. Mais moi, j'ai connu. Et en plus, j'habitais à côté du Crédit Lyonnais. Enfin, pas très loin. Et donc on a eu une banque qui appartenait à l'État et qui, grosso modo, prêtait à tous les copains de l'État, plus à l'État. Le Crédit Lyonnais. Et puis à un moment, ça a été tellement énorme que la banque a quasiment fait faillite. Il fallait couvrir tout ça. Et un jour, en me baladant dans la rue, à côté de chez moi, j'ai vu le Crédit Lyonnais brûler. Subitement, la veille d'un contrôle de la justice, les archives du Crédit Lyonnais ont brûlé. C'est étonnant, hein. Donc voilà, une banque nationalisée, ça donne ça.
c'est pas du tout la bonne, c'est pas du tout la bonne solution en fait, les banques nationales. Et c'est d'ailleurs une des raisons. Alors, je ne vais pas le développer parce que c'est trop long, mais c'est une des raisons pour lesquelles l'Angleterre, il y a 2 siècles, a donné son indépendance à la banque centrale d'Angleterre, et pour lesquelles toutes les banques centrales, après des pays occidentaux, sont devenues indépendantes. C'est parce qu'on s'est aperçu que quand c'est l'État qui avait ses gros doigts là-dedans, le chef d'État avait tendance soit à prendre de l'argent pour lui, soit pour ses amis, et que du coup, on arrivait tout le temps, dans tous les cas de figure, à une catastrophe économique avec des populations ruinées. Donc voilà, c'est pas une bonne solution. Alors, je reprends les questions. Oui, pardon. Oui, alors, par contre, pour donner quand même une solution, le problème des banques too big to fail, c'est le too big. Donc en fait, ce que vous devez faire, c'est casser les banques. La BNP ne doit plus exister. Je dis ça alors que je suis actionnaire, mais la BNP ne doit plus exister. Il faut la casser en morceaux pour qu'elle ait à chaque fois une taille suffisamment petite pour que si elle fasse faillite, on s'en moque. Et là, à ce moment-là, vous avez un patron de la banque et des actionnaires de la banque qui sont en sueur et qui se disent, il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi parce que sinon c'est la faillite. Et là, ils font attention. Par contre, s'ils sont gigantesques et qu'ils savent que quoi qu'il arrive, l'État sera obligé de venir les sauver, comme c'est le cas de la BNP aujourd'hui et d'autres banques qui sont dites systémiques, eh bien, ils font n'importe quoi, puisque de toute manière, ils savent que pour eux, ils vont toucher des dividendes pour les actionnaires et pour les patrons de la banque, ils vont toucher un maximum d'argent lié à des rémunérations variables. Donc, ils font n'importe quoi en disant de toute façon, quoi qu'il arrive, l'État viendra me sauver. Donc, il faut pas de banques too big, il faut les casser et interdire que les banques soient trop grosses. Voilà, excusez-moi. Bien. Question de Bob23. Pensez-vous que nous soyons dirigés par des crapules ou des idiots? Attendez, parce que je lis en même temps, je découvre le... Bon, la question est peut-être un petit peu vague. Pensez-vous que question de Zigzag 45, pensez-vous que le problème de l'Occident est philosophique ou économique? On a l'impression que l'absence de vision mène à des actions contradictoires. Alors, c'est un peu la conversation qu'on avait tout à l'heure. Est-ce que vous voulez répondre rapidement à cette Alors, il y a à la fois des crapules et des idiots. C'est pas les mêmes, mais ils sont dans les mêmes gouvernements. Pour répondre rapidement à la première. Et la deuxième, je crois que je ne saurais pas y répondre. En fait, je suis pas certain que le chaos philosophique que l'on peut avoir actuellement dans l'Occident soit lié au chaos économique. J'en suis pas certain, mais parce que j'ai pas eu le temps de vraiment réfléchir à votre question. Donc voilà. Par contre, il y a effectivement quelque chose qui y fait penser, c'est que pour cette histoire de la voiture électrique, par exemple, où on interdit la voiture électrique en 2035, tout le monde sait que ça n'a aucune chance de fonctionner. C'est-à-dire que on n'a pas le nombre de centrales nucléaires pour le faire, on n'a pas l'électricité, on ne sait pas comment on va chauffer cet hiver, et on nous dit que dans 15 ans, on va abandonner la voiture électrique, la voiture à essence. Ça n'a aucun sens. Techniquement, c'est impossible. C'est impossible. Tous les spécialistes, tous les économistes et tous les constructeurs de voitures sont d'accord pour dire que c'est totalement impossible. Mais on y va parce qu'il y a une idéologie de bons sentiments, il faut qu'on montre à quel point on est des gens merveilleux. Il faut qu'on montre à quel point on est des gens merveilleux, non, un chien. On est des gens qui pensent bien. Donc, on est vert. Donc, si on est vert, eh ben, on doit le montrer. Et pour le montrer, je vais interdire la voiture thermique. Et je pense qu'à un moment, tout le monde se met à se voter ça en disant mais c'est complètement dingue, parce que je crois qu'eux-mêmes se rendent compte que c'est complètement dingue. Mais ils le votent en disant je peux quand même pas montrer que je suis dans le mauvais camp, quoi, que je suis dans le camp des gens qui réfléchissent. Donc je suis dans le bon camp, je vote. Et c'est comme ça qu'on arrive à des aberrations économiques. Ceci nous renvoie à une question de Chando. Que pensez-vous du concept de nécessité de risque des acteurs que l'on retrouve chez Nicolas Taleb? Est-ce que c'est un concept qui vous parle? Ah, la question colle. Alors, j'ai peur de mal répondre à la question. Je suis désolé, je suis pas prof d'économie. Hein.
je pense que l'idée va un peu avec ce que je disais sur les banques, c'est-à-dire que comme le patron de la banque ne prend pas vraiment de risque puisqu'il sait qu'il va être sauvé quoi qu'il arrive, il peut se permettre de faire n'importe quoi. De même que notre président de la République, enfin, je veux pas faire une attaque spécialement sur le président, ça peut être François Hollande, ça peut être n'importe quel président. Il sait que quoi qu'il arrive, il n'aura pas de responsabilité. Que dans le pire des cas, si la France s'écroule totalement et est dans la misère, Emmanuel Macron, comme les anciens présidents, dans 5 ans, ils continueront à faire leur tournée à 250 000 € l'intervention et ils iront habiter ailleurs. Eux, ça leur change rien. Donc en fait, il n'y a pas de responsabilité. Et quand il n'y a pas de responsabilité, vous pouvez faire n'importe quoi. Ça n'a aucune incidence sur votre vie. Voilà. Pour prendre un exemple qui m'a paru moi extrêmement lumineux, c'est notre ministre de la Santé en début de pandémie qui démissionne avec courage et qui est nommé à l'OMS. Mais enfin, mais pourquoi? Enfin, voilà, et qui revient et qui est nommé au Conseil d'État, je crois. Elle est même pas juriste, mais c'est pas grave. Donc en fait, il y a pas de, je peux faire ce que je veux, il n'y a pas de responsabilité. Donc comme il n'y a pas de responsabilité, je peux prendre tous les risques du monde. C'est vraiment l'inverse de l'entrepreneur qui lui joue avec son argent et quand ça se casse la figure, il a tout perdu, quoi. Donc il fait attention. Là, je crois que j'ai répondu à la question. Une question. Oui, David. Oui, mais en utilisant correctement les contextes de Taleb, donc c'est très bien. Et une question de Ken Rod qui pose une question beaucoup plus difficile et peut-être qui nous permettra. Ah oui, on a perdu David. Donc je vais poser la question. La question de Cameron, comment pourrait-on réindustrialiser le pays en partant de très peu, de là où on en est aujourd'hui? Vous voyez, en France, on avait un seul problème, maintenant on en a 2. Mais ils sont faciles à résoudre. Notre nouveau problème, j'ai commencé par le plus nouveau, c'est le coût de l'énergie. C'est-à-dire dire à une industrie, viens t'implanter en France, mais on ne peut pas te garantir qu'on te fournira de l'électricité en novembre. Faut être dingo pour construire une usine actuellement en France. Faut pas. Et d'ailleurs, on voit, j'ai encore perdu son nom, j'en parlais l'autre jour, un constructeur de freins pour avions français, qui est une grosse boîte, côté, mais là son nom m'échappe, peu importe, qui devait construire une usine de freins en France, et pour construire des freins, ça demande beaucoup d'énergie. Et le patron a dit, mais écoutez, moi je retarde ma construction de 4 ans de plus pour voir si les prix de l'énergie, si l'énergie ça stabilise, si je peux avoir de l'énergie, et en plus si je peux l'avoir peu cher. Et si c'est pas possible, je vais construire aux États-Unis, j'ai pas le choix, parce que c'est pas possible de le faire en France. Donc vous devez fournir une énergie peu chère et fiable, que l'industriel il est sûr que le matin quand il vient, c'est un exemple parce que ça fournit, ça bosse 24 heures sur 24, mais que quand il allume l'électricité, il sait qu'il aura de l'électricité, quoi, et que ces machines elles vont tourner. Ça, c'est incontournable. Si vous n'avez pas ça, c'est même pas la peine de penser réindustrialiser quoi que ce soit. Ça marchera pas. Donc ça, c'est un incontournable. Et c'est notre nouveau problème qu'on n'avait pas du temps où on avait le nucléaire qui marchait bien. Et notre deuxième problème, c'est le coût du travail. Voilà. Alors, c'est de moins en moins vrai dans l'industrie parce que quand vous avez un ouvrier qui bosse sur une machine qui vaut 15 millions d'euros, c'est-à-dire de l'ouvrier, on s'en fout un peu. Mais c'est quand même vrai qu'il y a des problèmes liés au coût du travail, à l'administration, en fait, à l'État. Ça met 2 ou 3 ans de plus de construire une usine en France par rapport à l'Allemagne. Bon, c'est un problème. Il y a pas de raison. Il y a beaucoup trop de lourdeur liée à l'État français et il faut juste baisser ces lourdeurs. Moi, je refuse de croire qu'on est obligé de construire tout ce que l'on fait en Chine. Et le meilleur exemple, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, tant qu'ils avaient une électricité fiable, ce que maintenant ils ne vont plus avoir, mais tant qu'ils avaient une électricité fiable, ils arrivaient à fabriquer et à
avoir de l'industrie, une belle industrie. Ils avaient un État juste moins embêtant que le nôtre. Et c'est comme ça que ça marche. Et eux ont réussi, comme nous, on n'est pas tellement plus idiots que les Allemands, voilà, si on veut réindustrialiser, il faut un État qui dégonfle, qui arrête de vouloir nous mettre des normes absolument sur tout et nous enquiquiner parce que telle espèce de libellule, on ne la trouve que dans tel marais. Donc, il faut arrêter de nous enquiquiner avec ça. Et puis, il faut, mais alors, avant tout, une électricité pas chère et fiable. Voilà. Passons à une question de Toto du Bidon. Quel serait alors on va faire un peu de prospective, on va en profiter, parce que sa question c'est quel serait le scénario du pire. Donc comme on approche de la fin, on peut faire un peu de... Le scénario du pire. Enfin le scénario du pire, moi j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous voyez pour les prochains mois, de façon un peu plus générale. J'ai l'impression qu'on y est dans le scénario du pire, mon pauvre. C'est-à-dire que on n'a pas une énergie fiable, on est même pour vous chauffer cet hiver, l'électricité, c'est pas gagné. On n'a pas une énergie fiable, donc on a une énergie qui augmente, on a une inflation qui augmente, qui continue à augmenter, qui va peut-être un tout petit peu baisser là parce qu'il y a des baisses sur l'essence, mais enfin c'est anecdotique et puis ça ne durera pas. Et on a une BCE qui est coincée. Ce que je disais tout à l'heure, il faudrait qu'elle augmente les taux, elle ne peut pas les monter pour aider les États. Franchement, en dehors du fait que Poutine se décide à envahir la France, je vois pas tellement de scénario pire que celui-là. Non, économiquement, on n'est pas bien. On est vraiment mal là-bas. Donc, je souris parce que je souris tout le temps, hein, mais je sais pas trop comment on va pouvoir. Je vois pas comment on va s'en sortir en fait. Hein. C'est Rictus. Justement, j'avais envie de vous, comme vous parliez de Poutine, j'avais envie de vous poser la question est-ce que vous avez une opinion sur l'économie russe, sur la gestion justement de. C'est une économie. J'ai pas l'impression qu'on l'ait mise à terre, comme ça là. Mais même, je voudrais dire, en dehors de ce qui se passe depuis plusieurs mois, c'est-à-dire de l'économie russe telle qu'elle est menée depuis 20 ans. Depuis Poutine. Ça marche pas. Alors, ça marche. Alors, ça marche ou ça marche pas, c'est ma question. Non, ça marche pas. Ça marche pas parce que. Alors, je suis pas un spécialiste de la Russie, hein, donc je veux pas dire trop de bêtises quand même. Mais ce que vous aviez en Russie, c'était du gaz, du pétrole, des ressources naturelles en fait qui sont au top. Donc la Russie arrive à fonctionner avec ses ressources naturelles. Mais en dehors de ça, vous n'avez pas en dehors des ressources naturelles, vous n'avez pas grand-chose dans l'économie russe. Donc ça marche pas. Et pourquoi ça marche pas ? Parce que vous avez un État qui est beaucoup trop présent. Alors c'est un peu ma marotte, hein, bien sûr, mais c'est ça. C'est-à-dire que vous aviez une économie russe où tout le monde est. Moi, j'ai connu cette période-là. C'était juste avant l'arrivée de Poutine, ou alors il venait juste d'arriver. Hein. J'étais déjà vivant et en âge de comprendre ce qui se passait. Et à ce moment-là, vous aviez beaucoup d'entreprises qui voulaient investir en Russie. Vraiment beaucoup d'entreprises européennes et américaines investissaient en Russie, voulaient investir en Russie. Et puis un jour, le patron de Gazprom s'est fâché avec Poutine. Il a osé émettre un avis différent de Poutine. Il s'est retrouvé en tôle, je crois qu'il y est encore, et je crois qu'il n'en sortira plus jamais. Enfin, et l'État lui a piqué tout ce qu'il avait. Voilà, l'État a piqué Gazprom à ce moment-là. Bon. Mais lui-même avait peut-être un peu piqué avant. Oui, non, mais c'était tous. Je veux dire, il y avait pas un gentil, hein, mais le signal que ça a envoyé à tous les investisseurs privés, c'est l'État peut vous piquer du jour au lendemain tout ce que vous avez mis. Et à ce moment-là, ça a été un coup de frein gigantesque à tout l'investissement privé en Russie. Tout le monde s'est dit, là, il y a un truc, on peut pas investir autant qu'on voudrait en Russie. Et du coup, fatalement, si vous n'avez plus de gens qui vont investir dans votre pays, le pays se réduit et l'économie se réduit.
Donc c'est pas une économie catastrophique, mais c'était pas. C'est une économie. Alors peut-être pour les investissements extérieurs, en effet, je pense que l'État russe est très, enfin, on va pas aller trop là-dessus, on n'a pas le temps. Mais la classe moyenne, moi, je connais des gens de la classe moyenne russe qui disent que en 20 ans, leur niveau de vie a largement augmenté. Donc c'est d'où le succès, en tout cas de Mais encore une fois, je suis pas un spécialiste de la Russie, mais il faut voir d'où ils partaient aussi, quoi. Oui, bien sûr. Mais bon, on va pas s'éterniser sur Je veux dire, en 20 ans, la classe moyenne, effectivement, elle s'est enrichie, mais ils partaient quand même de très, très, très bas. Hein. C'était il y a 20 ans, la Russie, il y avait quand même pas grand-chose. Hein. Moi, j'étais habité dans les pays de l'Est, justement, en 98. J'habitais en Roumanie. C'était à peine croyable. Hein. Le niveau même le niveau de la classe moyenne, puisque je fréquentais des médecins là-bas, le niveau de la classe moyenne, c'était inférieur à ce que l'on vit aujourd'hui dans nos HLM. Quoi, hein. C'était vraiment une vie catastrophique. Vous étiez pas sûr d'avoir de l'eau chaude. Il y avait des gens qui se réveillaient la nuit pour faire chauffer leur nourriture parce qu'ils n'étaient pas sûrs d'avoir du gaz dans la journée. Enfin, oui, bien sûr. Après la Roumanie. Donc forcément, en 20 ans, ça s'est amélioré. Ça pouvait pas rester à ce niveau-là. Hein. Là, on va passer à une question de Kongbietso. Comment lutter contre l'influence démesurée des fonds d'investissement capables de dépenser des centaines de milliers d'euros en frais de lobbying pour faire basculer une loi en faveur de leurs actifs? C'est la dernière question. Ah mince. Je sais pas comment y répondre. Donc c'est pour ça que je dis mince. Est-ce qu'on est obligé de lutter contre les lobbying? C'est une vraie question. C'est-à-dire que, donc avant de savoir comment lutter, est-ce qu'on est obligé de lutter? C'est-à-dire que c'est intéressant, par exemple, que le lobby du nucléaire puisse parler du nucléaire. Et c'est intéressant que le lobby de l'éolien puisse aller voir des députés pour leur parler de l'éolien. Et vous voyez que tous les lobbies parlent. Là où on a c'est même essentiel. Parce que sinon, on a des politiques qui savent même pas de quoi ils parlent. Alors déjà, aujourd'hui, ils savent pas trop, mais alors si en plus, il n'y avait pas les lobbies. Bon, mais là où on a un problème, c'est quand un lobby prend le dessus et commence à faire plus que du lobbying, c'est-à-dire écrit les lois à la place du gouvernement. Malheureusement, à mon avis, la seule façon de lutter contre ça, c'est d'avoir des hommes politiques honnêtes, mais alors ça, c'est compliqué quand même. Hein. Donc, enfin, honnête, je veux dire intègre et avec un cortex correctement mis en place. Enfin, mais ça, je veux dire, c'est pas évident, quoi. Donc, je sais pas comment on peut lutter contre ça. Ça ressemble un peu presque à un mot de la fin. Nous avons atteint la dernière question. Est-ce que, je sais pas, est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose? On arrive à la fin de l'émission. J'avais moi une question, mais je pense qu'on a plus de temps. Allez-y. Non, mais c'était sur. Est-ce qu'on a encore combien de temps? Non. Bon, comme vous voulez, moi. Non, mais justement, j'avais alors, c'est la question de Flavie, on va dire, téléspectatrice, sur la question des squats et des mauvais payeurs, enfin, des locataires mauvais payeurs. Et je sais que vous avez fait un petit sujet là-dessus. Je voulais que rapidement vous nous donniez votre opinion de cette situation qui quand même ne cesse de dégénérer parce que la protection des locataires, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Qui était au départ une bonne mesure, mais qui s'est complètement perverti. Ouais, je sais pas si c'est une bonne mesure là aussi, mais oui, enfin qui pouvait être une bonne mesure. On a une loi qui va arriver à la fin du mois de novembre en principe, qui sera peut-être dénaturée d'ici là, mais qui pour l'instant dit qu'on va raccourcir le délai pour pouvoir sortir un locataire et qu'on va un peu plus criminaliser le locataire qui, même une fois qu'il a reçu la décision de justice, ne part pas. Il faut savoir que donc c'est très long d'avoir les décisions de justice, c'est 4 mois pour le moment, et entre le moment où vous assignez votre locataire et le moment où il passe en justice, et ça va être reporté à 2 mois. Et une fois que la décision de justice est rendue, dans 99% des cas, 99%, le locataire ne part pas. Et donc ça devient encore plus compliqué. Et donc là, s'il ne part pas, il va avoir une amende de mémoire
non, je vais dire une bêtise. Je sais plus si c'est 7 500 ou 75 000. On va dire 7 500 euros, ça me semble plus normal. Et surtout, il va avoir une peine de prison possible s'il ne part pas. Donc, on durcit les sanctions. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que il y a trop de locataires indélicats. Mais j'évoquais, moi, dans le sujet que j'ai traité, le problème de ma fille. Et j'ai plusieurs enfants qui cherchent des appartements, puisque maintenant ils sont en âge de quitter papa, donc ils cherchent des appartements. Et alors, chercher un appartement actuellement à Paris, mais alors mon pauvre, il faut qu'ils montent passe blanche, qu'ils aient des documents à n'en plus finir, des cautions d'au moins un, voire de deux, voire de trois personnes, enfin plus évidemment un chèque de 1, 2 ou 3 mois de loyer et les cautions de personnes. Bon. Pourquoi? Parce que les propriétaires savent bien que si la personne ne paye... Alors, non, je simplifie. Parce que les propriétaires savent bien que si le locataire ne paye pas, on n'arrivera pas à s'en débarrasser. Bon. Donc, en fait, la loi de protection des propriétaires, des locataires, elle retombe sur des locataires honnêtes qui n'arrivent pas à trouver un logement parce que on leur demande des garanties dans tous les sens. Et donc, cette loi, elle protège des locataires malhonnêtes, ou alors qui n'ont pas les moyens de payer, mais s'ils n'ont pas les moyens de payer, ils partent, ils cherchent autre chose. Et je parle un peu carrément, on aura peut-être des commentaires, mais bon, voilà. Mais elle protège des locataires malhonnêtes et elle entrave la vie de locataires qui sont honnêtes et qui demandent juste à payer. On n'a pas ça au Canada ou nulle part, je crois, ou dans d'autres pays où là, tout ce qu'on vous demande, c'est 2 ou 3 mois de loyer d'avance. 1, 2 ou 3 mois. Le Canada, de mémoire, je crois que c'est 3. Malte, c'est 1. Voilà, bon, je ne me rappelle plus. Et si vous ne payez pas, alors vous donnez votre mois de loyer d'avance, et puis après vous payez votre loyer normalement, comme en France. Et les propriétaires acceptent ça, demandent rien. Ils vous demandent pas des feuilles de paie, ils vous demandent pas des machins. Si vous êtes en CDI, ils s'en foutent. Pourquoi ils s'en foutent? Parce que si vous payez pas, au bout de 3 semaines, vous êtes dehors. Et puis voilà, puis c'est réglé. Mais du coup, pour trouver une location quand vous arrivez au Canada ou quand vous arrivez à Malte ou dans d'autres pays comme ça, c'est extrêmement simple. Vous postulez, vous prenez un truc que vous êtes capable de vous offrir, et puis roule. Voilà. Il n'y a pas besoin de caution, de ceci, de cela, de l'avis des parents, du CDI, du contrat, des 3 mois. On s'en fout. Non, mais c'est pour ça que ça me semble un problème qui n'est pas anodin. Enfin, c'est souvent traité un peu comme un truc un peu secondaire, mais moi je trouve que c'est assez symbolique de l'absurdité à laquelle on est arrivé. C'est une surprotection qui, là pour le coup de l'État, je suis d'accord, mais qui en arrive à protéger en effet la malhonnêteté plutôt que la victime, enfin le faible, le fragile en tout cas. Oui, non, mais on n'a même pas à protéger le fragile dans ce cas-là. Je veux dire, il y a un droit de propriété. L'appartement dans lequel je suis, on se fiche de savoir si mon propriétaire est riche ou pauvre. C'est peut-être des petits vieux qui ont que ça comme retraite. Ou c'est peut-être la BNP. Mais ça n'a pas d'importance. Ça leur appartient. Moi, je dois les payer. J'ai un contrat avec eux qui dit je paye tant par mois et je peux habiter dans cet appartement. Et donc, il y a ce droit de propriété qui, peu importe quel est mon propriétaire, il a le droit de toucher mon loyer. Et moi, j'ai le devoir de le payer. Et si je ne le fais pas, eh bien, je dois partir. Et si vous ne respectez pas ça, en fait, vous allez compliquer la vie de millions d'autres locataires. Alors, est-ce que vous, justement, vous réussir à trouver un logement? Alors, on complique la vie des locataires, mais aussi celle des propriétaires. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une sorte quand même là, c'est la classe moyenne, c'est les petits propriétaires qui sont les plus impactés. Donc, oui. Non, mais je voulais juste montrer qu'en fait, ça, loin de défendre le locataire, ça défend le locataire malhonnête au détriment du locataire honnête. Et évidemment, ça défend pas le propriétaire qui lui, quoi qu'il arrive, se fait avoir. Donc, et le propriétaire qui est pas forcément riche. Bon, pour tout vous dire, mon appartement, c'est 2 personnes âgées qui sont à la retraite et ils ont peut-être d'autres appartements, j'en ai aucune idée, mais voilà, ils en ont besoin pour leur retraite. Et c'est juste, enfin, si je les paye pas, ça les met
ça allait mettre dans des problèmes, quoi. Donc, il y a pas de raison. Mais ça, vous l'avez surtout. Hein, on pourrait élargir, mais le droit de propriété. Oui, on pourrait élargir, bien sûr. Le droit de propriété, c'est un droit fondamental dans la Déclaration des droits de l'homme. C'est parce que c'est vraiment la clé de voûte de l'économie. De la société. De la société et de l'économie. Hein. La Russie a eu des problèmes économiques parce qu'elle avait confisqué Gazprom. Voilà, donc les investisseurs ont dit, on n'investit plus. Et si vous faites la même chose en France, vous posez des problèmes à l'immobilier, aux propriétaires immobiliers. Les gens se disent, mon logement, je préfère pas le louer que d'avoir un mauvais locataire. Et donc, vous avez posé des problèmes aux bons locataires qui aimeraient bien trouver un logement. Et ça va comme ça dans absolument tout. Le droit de propriété, c'est fondamental. Mais c'est vrai que le fait qu'on attaque un droit fondamental, moi, me questionne. On va pas aller plus loin parce que... mais actuellement, on ne fait que ça. Hein. Mais vous savez, à partir du moment où l'État croit qu'il a la permission de vous interdire de prendre votre café debout, la liberté, il s'en cogne. Hein. C'est plus une question. Hein. Si vous trouvez que vous avez le droit de juger si des gens ont le droit de prendre un café debout ou assis, le droit de propriété, c'est vraiment plus votre souci. Hein. donc voilà, je crois que c'est une conséquence logique. Ce qui était intéressant, c'est d'avoir un point de vue très, très différent par l'intermédiaire de quelques questions simples. Nous étions très heureux de vous avoir. Les invités retrouveront dans la vidéo les liens vers vos réseaux. Oui. On m'entend ou pas? Oui, je crois qu'on a entendu. C'est pas grave. Bon. Non. On s'excuse auprès du monteur qui va devoir couper. Donc, vous pouvez retrouver les réseaux de notre invité. Nous avons été très heureux de le recevoir et nous espérons le retrouver encore une prochaine fois. Avec plaisir. Nous vous invitons à suivre ces réseaux et nous remercions tous pour votre écoute et vous souhaitons une excellente soirée. Merci David. Je ne sais pas si on t'a entendu, donc vous pouvez. Je répète éventuellement parce que je crois qu'il y a un petit problème technique. Donc, merci François-Xavier pour cette soirée et à très bientôt, j'espère. Et merci à tous les téléspectateurs. Je ne sais pas si on a des abonnements ce soir. Et vous pouvez nous retrouver sur cercle aristote.fr et tous nos réseaux sociaux. Je suis désolée. Bonsoir à tous. Au revoir. Bonne soirée. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.